Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Transition, de la deuxième saison du podcast Transition. On démarre cette saison avec plein de nouveaux épisodes qui sont en préparation et en enregistrement. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir le représentant français d'une marque de montres bien connue. J'ai particulièrement de la chance parce que c'est pas une marque qui s'exprime beaucoup dans les médias et les podcasts. En tout cas, j'ai pas eu l'occasion d'en entendre beaucoup. Donc, c'est vraiment un plaisir d'accueillir Quentin Auberger qui représente la marque Coros. Quentin, bienvenue dans le podcast et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Grégory, merci de m'accueillir. Bah écoute, c'est un vrai plaisir. Moi, j'aime bien m'entretenir avec les gens qui représentent les marques, non pas pour forcément faire de la pub et parler des montres qui sont mieux que XY, mais vraiment pour m'imprégner un petit peu de la philosophie qu'il y a derrière une marque et derrière le développement de certaines fonctionnalités ou de certains produits. Et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui avec toi, Quentin. Donc peut-être qu'avant de parler de Coros spécifiquement et puis des spécificités de la marque et tout le contenu de cet épisode qui s'annonce passionnant, peut-être déjà un petit peu plus personnellement. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de toi et puis nous dire qui tu es et puis quelle est ta fonction au sein de Coros en France? Ouais, je m'appelle Quentin, j'ai 35 ans. Je suis passionné d'athlétisme et de course à pied depuis presque 20 ans. J'ai commencé au lycée. J'ai rejoint Coros il y a un peu plus d'un an et demi, en août 2022. Mon titre, c'est Country Manager. En gros, c'est responsable du marché français, donc de toute la partie marketing, commercial, relations avec le distributeur, et puis tout un lien avec le siège sur des retours produits, du test produit. Mais voilà, une fonction plus commerciale et marketing, et donc pas tellement produit. Donc je vais essayer de vous dire ce que je sais sur le produit, mais évidemment je ne sais pas tout, et il peut y avoir des suppositions aussi de ma part. Donc petit disclaimer que je mets, je ne suis pas au centre du développement des produits. Et pour mon background, j'ai passé 7 ans dans une entreprise française qui s'appelle Sport Heroes, qui développait notamment une application qui s'appelle Running Heroes, qui encourage le plus grand nombre à courir avec un système de points. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais courir, je gagne des points et je peux avoir des réductions chez des marques partenaires. Cette application Running Heroes est reliée avec toutes les montres, donc Coros, Garmin, Suunto, Polar, Apple, les applications comme Runtastic, Nike+, etc. Très bien, donc voilà, c'est comme ça un petit peu que tu es arrivé progressivement sur le marché de la montre GPS et puis que tu es arrivé là-dedans. Depuis combien de temps est-ce que tu es chez Coros, Country Manager chez Coros? Alors, je suis arrivé en août 2022, donc ça fait, on est en février 2024, donc ça fait à peu près un an et demi. Ouais. D'accord, ok. Donc c'est assez récent. Donc t'as encore les idées toutes fraîches et puis voilà, plein de plein de belles visions pour le développement du marché français chez Coros. Ça c'est super intéressant. Et tu me disais que tu étais passionné d'athlétisme et de sport en général. Est-ce que tu pratiques toi-même certaines activités sportives? Ouais, j'ai commencé la course à pied au lycée, et donc depuis le lycée, bon, entre les études et les voyages, j'ai toujours essayé de maintenir au maximum. Mais là, dernièrement, je me suis réinscrit dans un club, enfin depuis 3 ans, je me suis réinscrit dans un club d'athlétisme, et j'essaye de faire du 1500 mètres, du 3000 mètres, du 5 km, du 10 km, quelques trails, du cross en hiver. Donc vraiment, pas mal de distances et de disciplines différentes. Ouais, ça c'est quand même un point commun avec toutes les personnes avec lesquelles je suis en contact chez les marques de sport. C'est toutes elles-mêmes des pratiquants sportifs dans différents domaines d'activité. Hein. Ça peut être du canoë jusqu'à l'escalade. On va en parler d'ailleurs, de l'athlétisme, du triathlon. Mais enfin bref, beaucoup de passionnés de sport qui utilisent vraiment les montres dont ils parlent, notamment dans le podcast, parce que j'en ai déjà reçu quelques-uns, mais en général aussi. Et donc du coup, bah toi, forcément, tu t'entraînes avec une montre Coros. Moi, c'est une marque que j'ai découvert en 2018 quand à l'époque j'allais encore sur le CES à Las Vegas. J'allais chaque début d'année découvrir un petit peu les nouveautés, savoir qu'est-ce qui allait être un petit peu trendy dans l'année pour savoir comment orienter un petit peu les articles du site
et vers quoi me concentrer. Et puis, c'est là que j'ai découvert la marque qui, à l'époque, fabriquait des casques connectés et puis tout à coup est arrivé avec la première montre. Donc, c'est une marque qui est relativement jeune et donc, du coup, qui a développé des produits très rapidement pour arriver maintenant à être, moi, ce que j'appelle le Big Four. Hein, c'est les 4 marques de montres de sport principales sur le marché. Donc, c'est Garmin, Suunto, Polar et Coros, justement, qui sont les 4 grands spécialistes de la montre outdoor, de la montre de sport. Donc, voilà un petit peu comment j'ai connu la marque. Mais est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de l'historique, de comment Coros est arrivé, des casques connectés jusqu'aux montres de sport pour venir sur le marcher sur les plates-bandes de Garmin, de Suunto, de Polar, qui sont des marques qui existent depuis bien plus longtemps. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant, tu disais, je suis encore frais en étant arrivé il y a 1 an et demi, mais en fait, la marque ayant 5 ans, un peu plus de 5 ans, finalement, c'est déjà une belle partie de la vie de la marque. Effectivement, tu as connu la marque très tôt, puisque la première montre, la Pace 1, a été lancée le 15 mai 2018. Donc, tu as dû l'avoir en présentation au CES en janvier 2018, donc 5 mois avant. La marque avait été créée par un Américain avec un Kickstarter, donc sur un concept de casque de vélo connecté. Donc c'est un casque de vélo avec des écouteurs à conduction osseuse, donc comme font les marques aujourd'hui maintenant avec les écouteurs qu'on connaît, notamment très utilisés en course à pied, et avec aussi cette technologie qui envoie un texto à tes proches si tu tombes et que tu ne te relèves pas dans les secondes qui viennent. Donc à l'époque 2014, c'était très novateur. Il avait lancé un Kickstarter, donc cette plateforme de levée de fonds auprès du grand public. Il avait récolté, je crois, quelque chose comme 6 fois ce qu'il recherchait, donc c'était un gros succès. Et puis ensuite, le développement commercial était plus compliqué. Je ne sais pas si c'était trop tôt, si le positionnement tarifaire était trop élevé. Voilà, j'étais pas chez Coros à cette époque-là, donc je pourrais pas en dire beaucoup plus. Mais la marque a pris un tournant effectivement en 2018 en passant du casque de vélo aux montres, avec l'arrivée aussi d'un investisseur chinois qui en a fait une marque qui était de base américaine et qui est devenue sino-américaine, voire chinoise selon ce qu'on considère, puisque aujourd'hui, toute la R&D, c'est-à-dire les ingénieurs, toute la conception, le design, tout le développement produit est basé en Chine. L'usine et propriété de Coros est basée en Chine également. Et puis toute la gestion du marché chinois est là-bas. Et puis il y a un siège aux États-Unis, au sud de Los Angeles, à Irvine, qui va gérer tout le développement commercial et le marketing dans tout le reste du monde. Les plus gros marchés étant les États-Unis, en Europe, France, Royaume-Uni, Espagne et Allemagne. Euh, et puis après, on a des distributeurs dans une cinquantaine d'autres pays, il me semble. Mais ça va être nos marchés en direct prioritaire. Mhm. Donc, dans l'historique, donc tu as parlé de la PS1, ensuite la gamme s'est étoffée, donc on a connu l'Apex, ensuite l'Apex Pro, la Vertix, ensuite il y a eu une deuxième génération de toutes ces montres, c'est de la montre d'entrée de gamme mais très complète avec le modèle Pace, qui est aujourd'hui véritablement un succès dans l'entrée de gamme, c'est vraiment une montre référence là-dedans, jusqu'à la Vertix 2, qui est la montre outdoor très haut de gamme avec voilà, une résistance aux éléments, aux chocs, et puis une autonomie incroyable. Donc, c'est vraiment une gamme assez vaste de montres. Et puis, chez Coros, on a un certain nombre de spécificités qui se sont faites dès le début. Et notamment, il y a l'autonomie qui est le gros point fort de Coros. Il y a le positionnement du prix. Et puis, vous êtes aussi connu pour la simplicité, parce que vous avez pu partir d'un logiciel très simple au début et puis ensuite rajouter petit à petit des fonctionnalités en gardant une interface très claire, contrairement à d'autres marques. Et la simplicité donc d'utilisation et cette politique de mise à jour. Donc tout ça, c'est des points qui font les spécificités de la marque. On va revenir dessus de manière un petit peu plus détaillée.
moi, le premier truc qui m'a vraiment impressionné dès la PS1, c'était l'autonomie des montres. Alors, on a parlé, je crois on a lu sur le site DC Raymaker, lors de la première sortie de la première Coros, on a lu la secret sauce de Coros pour faire durer une montre aussi longtemps. Moi, je parlais d'autonomie quasiment illimitée sur les premiers modèles. Comment est-ce que c'est possible de faire des montres qui ont une telle autonomie et qui ont battu pendant des années tout le monde à plat de couture? Alors effectivement, déjà pour revenir sur la gamme, il y a quelque chose aussi qui fait la particularité de Koro, c'est qu'on a une gamme très simple. On a finalement trois montres, Pace, Apex, Vertix. Pace pour tout coureur, notamment marathonien, Apex pour les trailers, et puis Vertix pour l'aventure, l'alpinisme, l'escalade, l'ultra trail, les randonnées sur plusieurs jours. Ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie parce que c'est très facilement lisible. Mm-hmm. Sur l'autonomie des montres, alors effectivement, j'ai vu que encore récemment, DC Railmaker disait l'explication elle est simple. Au lieu de prendre un battement toutes les secondes, ils prennent un battement toutes les 10 secondes et ça leur permet de réduire l'autonomie. Je pense que c'est qu'une partie de l'explication parce que si dans vos réglages vous changez et vous mettez battement capteur toutes les secondes, ça va pas réduire de tant que ça l'autonomie. Et il y a sur un forum, je crois que c'est sur Reddit, il y a un utilisateur qui a fait le test sur plusieurs jours et qui a constaté une diminution de l'autonomie qui n'était pas drastique. Je pense que ce qui fait beaucoup la différence, c'est évidemment la simplicité de l'expérience utilisateur et la sélectivité dans certaines fonctionnalités où l'idée de la conception produit de Koro, c'est toujours de se focaliser sur l'expérience du sportif. Donc évidemment beaucoup sur le coureur puisque c'est le plus gros marché auquel on répond. Et donc c'est toujours de se mettre à la place d'un sportif. Et d'ailleurs tu l'as dit, on a beaucoup de sportifs dans notre industrie et c'est particulièrement vrai chez Coros. Comme tu le sais, Lewis, le PDG de Coros international, est un grimpeur hors pair et qui a grimpé El Cap plusieurs fois. Mm-hmm. Ceux qui connaissent pas El Cap, regardez sur YouTube, c'est assez impressionnant. Ils doivent passer plusieurs nuits sur le mur dans un porte-à-lège qui est une tente au-dessus du vide. Ouais, c'est une tente qui est pendue le long de la paroi. Hein. Ouais. El Cap, c'est El Capitan aux États-Unis, qui est une paroi super connue. Et effectivement, j'en avais parlé un petit peu avec Lewis, c'est vrai. Ouais, il y a une vidéo d'ailleurs, si on tape Lewis El Cap, donc c'est dans le Yosemite, il y a une vidéo sur YouTube qu'il a réalisée où on voit un peu de quoi il en retourne. Bon, moi personnellement, c'est quelque chose que je ferai jamais parce que rien qu'à regarder la vidéo, j'ai les mains moites. Mais même dans tout le reste de l'équipe, on a beaucoup de gros cyclistes, de gros coureurs, des gens qui ont couru à très bon niveau ou qui courent encore à très bon niveau. Là, on a un de nos collègues qui a fait les trials américaines le week-end passé, donc sur marathon, qui avait fait 2h13 au marathon, donc qui s'est qualifié. Le parcours était plus difficile sur les trials, donc il a fait un temps un peu moins bon, mais ça donne un peu le niveau. Et donc voilà, c'est toujours conçu avec le sportif en tête. Et l'autre chose par rapport aux autres marques, c'est que comme la montre n'a que 5 ans, finalement on a une dette technique, c'est-à-dire que on a une architecture qui est beaucoup plus simple. Et quand on construit une montre, et d'ailleurs tu parlais il y a peu de podcasts Coros, je fais une petite parenthèse. Si dans les podcasts Coros qui sont disponibles, il y en a un de Lewis où il explique très bien ça, puisque le podcast date de 2019, donc au début de la marque, où il explique que l'architecture chez nous est beaucoup plus simple du fait de l'historique beaucoup plus récent, et ça permet aussi de consommer moins de batterie.
Mmh. Alors la dette technique, juste pour revenir 2 secondes dessus, pour les auditrices et les auditeurs, on en avait parlé avec, le créateur de l'application Healthfit, qui nous disait qu'il travaillait à 50 sur son application à réduire la dette technique. La dette technique, c'est, prenons l'exemple de Garmin, qui a un logiciel qui évolue quasiment depuis la Phoenix 3. Aujourd'hui, on est à la Phoenix 7, donc ça veut dire que après la Phoenix 3, il y a eu la Phoenix 3 HR, on a repris le même logiciel, on lui a ajouté des choses. Ensuite, il y a eu des générations de montres supplémentaires, il y a du code qui est venu s'ajouter et s'ajouter et s'ajouter. Et au bout d'un moment, on a une base qui est plus forcément pertinente, qui supporte des ajouts logiciels qui sont un petit peu partis dans toutes les directions. Alors, les développeurs essayent de faire en sorte que ce ne soit pas trop le cas, mais malheureusement, c'est quand même souvent le cas à la longue. Et on traîne ce qu'on appelle une dette technique. C'est-à-dire qu'on a un historique de code qui est plus forcément pertinent, mais qui est là et qui péjore l'autonomie de la montre, la réactivité et ce genre de choses. Et effectivement, comme tu le dis, une marque qui a que 5 ans, qui travaille sur une plateforme qui est récente, eh bien, a beaucoup moins de dettes techniques que quelqu'un comme Garmin qui a des générations et des générations de montres qui accumulent du code. Et c'est la raison pour laquelle on a d'autres marques, comme par exemple Polar ou Suunto, qui ont revu entièrement le code de leur montre. Ça a été le cas, par exemple, de Polar après la V800, quand ils ont créé la Vantage V. Ils sont repartis de zéro pour éliminer toute cette dette technique. Ils ont recommencé de zéro. Et pour Suunto, ça a été la même chose au moment du lancement de la Spartan. C'est pas des moments qui sont très agréables pour les marques parce qu'il faut redémarrer de vide et puis reconstruire fonctionnalité par fonctionnalité. Ça prend énormément de temps. Et forcément que Garmin doit y penser à un moment ou à un autre, et toutes les marques doivent y penser. Coros, vous avez encore largement le temps parce que le logiciel, il n'est pas si vieux que ça, c'est ce que tu nous disais. Donc voilà, fermeture de la petite parenthèse sur la dette technique. Mais on a aussi, comme on fait, on va en parler après, comme on fait régulièrement des grosses mises à jour où on rajoute des fonctionnalités, bah, forcément les montres qui sont sorties depuis le plus longtemps vont, pour certaines, avoir une autonomie qui va diminuer. Par exemple, dans notre dernière mise à jour, on a rajouté une fonctionnalité de stress quotidien qui permet de mesurer son stress tout au long de la journée et qui qui fait travailler le capteur de fréquence cardiaque tout au long de la journée d'une manière un peu plus intense et qui va consommer plus de batterie. Cette fonctionnalité, on peut l'éteindre si on souhaite bah, conserver l'autonomie de batterie de base, mais c'est des exemples de fonctionnalités qu'on va rajouter et qui peuvent faire diminuer la durée de la batterie. Donc c'est quelque chose qu'on subit aussi, hein, c'est un peu incontournable. Alors, ouais, forcément, il y a le côté, on peut en parler maintenant si tu veux, c'est un des points forts de la marque, c'est que vous mettez à jour des modèles. En l'occurrence, par exemple, la dernière mise à jour que vous avez publiée avant de sortir cet épisode, c'est la mesure du stress, et puis il y a d'autres fonctionnalités comme l'exercice de technique en course à pied, qu'on peut maintenant avoir un assessment de sa technique de course à pied. Il y a d'autres choses qui sont aussi dans cette mise à jour, comme l'aperçu santé et d'autres choses. Mais ça, c'est disponible, par exemple, sur les derniers modèles, évidemment, mais on peut mettre à jour, par exemple, sa Vertix 1 qui a presque 5 ans. Et donc, du coup, c'est un des points forts de la marque et c'est très apprécié des utilisateurs. Tant que c'est possible de mettre à jour une montre, vous le faites. Vous ne rendez pas obsolète un modèle parce que vous voulez pousser les derniers modèles. Peut-être que ça a effectivement un impact sur l'autonomie, mais je pense que les utilisateurs préfèrent ça et puis d'avoir les dernières fonctionnalités sur une montre qui a 5 ans, plutôt que d'avoir une autonomie qui reste plus élevée, même si la batterie, chimiquement, elle se dégrade quand même au cours des années, et de ne pas bénéficier de ces nouveautés, comme c'est parfois la frustration chez d'autres marques. C'est ça, autant que faire se peut. Alors évidemment, on est limité par la mémoire de la montre. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Pace 1, l'Apex 42 et l'Apex 46 sont arrivés quasiment à saturation et donc ne peuvent pas recevoir toutes les dernières mises à jour. Mais toutes les autres montres aujourd'hui reçoivent les dernières mises à jour. L'exemple que j'aime bien donner, c'est la Pace 2 qui, en avril-mai de cette année, de l'année 2023, a reçu le suivi d'itinéraire. Et donc on était quasiment 3 ans après le lancement de la Pace 2 sur une montre à 199 euros.
Et donc, potentiellement, 3 ans après avoir acheté ma Pace 2, j'ai le suivi d'itinéraire qu'on trouve sur des montres qui, normalement, sont bien plus chères. Mhm. De la même façon, on a ajouté la variabilité de fréquence cardiaque qui, jusqu'à encore il y a quelques mois, voire quelques années, se trouvait que sur des montres très haut de gamme. Aujourd'hui, on l'a avec la VFC nocturne, donc pendant le sommeil, sur toutes nos montres à partir de la Pace 2. Euh, et donc ça, c'est des vrais plus-values parce que on n'a pas besoin de racheter une montre pour bénéficier de ça. Et nous, l'idée, c'est de lancer des montres que quand on a un vrai progrès matériel. Mhm. Euh, et d'ailleurs, sur la Pace 3, on le voit, on n'a pas tant de fonctionnalités différentes que ça. Par contre, on a une meilleure antenne GPS, on a un meilleur capteur de fréquence cardiaque, on a plus d'autonomie de batterie. Donc, c'est toutes les performances matérielles qui vont s'améliorer, mais les performances, les fonctionnalités vont être similaires puisqu'on continue à faire ces mises à jour. Elles sont très proches, hein, puisque la PS2 a été complètement mise à jour, sauf erreur, avec toutes les fonctionnalités logicielles de la PS3. En fait, il y a peut-être que la saturation d'oxygène qui est en plus La sur la PS. saturation d'oxygène, il y a la musique C'est vrai, là, il y a qu'on la a sur musique aussi, la et puis le PS3 et pas sur la GPS double PS2. fréquence. Ouais. Et le GPS double fréquence, tout système ou une seule fréquence. Et puis, on le voit aussi, on a le nouvel environnement sur la PS3 et une navigation quand on navigue avec la molette qui va plus vite parce que forcément, c'est une montre qui est plus récente, qui a plus de mémoire, qui a un peu plus de puissance aussi. Mhm. Et donc, l'expérience est aussi un peu plus fluide. Ouais. Donc, tout ça pour résumer, c'est dire que tant que c'est possible au niveau technique de mettre à jour une montre, vous le faites. C'est ça, Ouais. exactement. Et donc ça, c'est appréciable plutôt que de rendre obsolète un modèle pour essayer de pousser le prochain. Et ça, c'est vraiment une particularité de Coros qui est appréciée chez les utilisateurs. Autre particularité, et puis ça, on va en discuter avec toi aujourd'hui parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal d'auditeurs du podcast et puis de lecteurs du site. Lors de la période de Black Friday ou d'autres périodes de promotion, tu m'as parlé dans la préparation de cet épisode de la politique de prix. Maintenant, moi, j'aimerais t'entendre sur le fait que lors de Black Friday, on trouve des promos sur quasiment toutes les montres de sport, mais quasiment jamais sur les montres Coros. Est-ce qu'il y a une explication, une volonté Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, effectivement, l'idée, c'est de jamais faire de réduction. Donc, pas pour Black Friday, pas pour les soldes, vraiment jamais. Euh, on peut faire des promotions, c'est-à-dire, j'achète une montre, je vais avoir un sac Coros offert. J'achète une montre, je vais avoir un mug Coros offert. Ce genre de choses, on le fait ponctuellement. Euh, on ne touche jamais au prix pour plusieurs raisons. La première, c'est, alors en anglais, ils disent aujourd'hui est le meilleur jour pour acheter une Coros. L'idée, c'est de dire que dans 2 semaines, tu vas pas voir la montre que tu viens d'acheter proposée à 50 euros moins cher. Et donc, c'est une forme de respect de nos utilisateurs de dire, bah, on veut pas créer de la frustration en vous disant, ah, si j'avais attendu 2 semaines de plus, j'aurais économisé 50 euros. Euh, et c'est aussi pour dire, bah, voilà, il n'y a pas besoin d'attendre Black Friday ou les soldes pour acheter une Coros, puisque de toute façon, elle sera au même prix. Euh, Après, il y a quelque chose qui est moins perceptible d'un point de vue consommateur, c'est la relation avec les revendeurs. C'est-à-dire que nos revendeurs savent qu'on ne va pas faire de réduction sur notre site et donc que la montre sera au même prix chez eux, en magasin, que sur notre site. Et ça évite d'avoir des clients qui vont venir en magasin, tester la montre, la prendre en main, poser les questions techniques sur la montre, et puis derrière aller l'acheter en magasin. Et donc nous, ça nous permet d'entretenir de bonnes relations avec les revendeurs, et c'est quelque chose qui est très apprécié de nos revendeurs. Ok. Voilà, donc l'explication de cette question qui était posée par de nombreuses personnes, notamment en période de promo. Alors, c'est vrai que les prix bougent très très peu, hein, moi je le constate.
il y a quand même parfois des baisses. Elles sont annonciatrices d'un nouveau modèle. Moi, je me souviens d'une baisse de prix assez conséquente sur l'Apex 2 Pro au moment où ce modèle arrivait en fin de vie. Ça veut dire quand même que, d'un côté, vous avez l'honnêteté de dire ce modèle-là, il va être remplacé dans quelques temps. On baisse le prix et puis vous savez que c'est un modèle qui est un peu en fin de vie, mais du coup, le prix est adapté. Alors, je pense que tu fais référence à l'Apex Pro, puisque l'Apex 2 Pro était Oui, sorti c'était 6 mois l'Apex Pro avant. de première génération, ouais. Il y a eu effectivement ce qu'on appelle des repositionnements prix. Alors, un repositionnement prix, c'est le prix change partout. Donc, il change chez nos revendeurs, sur notre site internet, et vous le trouvez partout au même prix. Certains vont mettre des prix barrés. Nous, on met pas le prix barré, on demande à nos revendeurs, autant que faire se peut, de ne pas en mettre, parce que c'est pas une réduction temporaire. Le prix change et il est définitivement changé. Il y a eu plusieurs cas sur l'Apex 2 et l'Apex 2 Pro. Le prix a changé 6 mois après le lancement pour des raisons de taux de change. C'est-à-dire que le taux de change nous a permis de repositionner le prix de l'Apex 2 et de l'Apex 2 Pro. Et à ce moment-là, on a proposé à tous ceux qui avaient acheté une Apex 2 et une Apex 2 Pro, donc entre le lancement et le changement de prix, d'avoir un code qui leur permettait d'acheter pour 80 euros ou 50 euros en fonction du modèle qu'ils avaient acheté, c'est-à-dire La le différence de repositionnement de prix. prix, la différence de prix. Ouais. Et donc, ils pouvaient acheter sur notre site internet et être remboursés de cette différence de prix. Ouais. Après, il y a eu l'Apex Pro qui avait été repositionné. Alors, j'étais pas encore arrivé, donc j'ai plus le timing en tête, mais je pense que c'était quand même assez longtemps avant le lancement, puisque moi je suis arrivé en août, l'Apex 2 a été lancé début novembre, et quand je suis arrivé, l'Apex Pro était déjà à 399 euros. Et puis il y a eu la Vertix 1 qui avait aussi été repositionnée, donc de 599 à 499. En fait, la Vertix 1 cohabitait avec la Vertix 2, et donc 100 euros de différence, ça justifiait pas trop de rester sur une Vertix 1, et donc la Vertix 1 a été repositionnée à ce moment-là. Mmh. On a donc pas mal parlé des spécificités de la marque et puis du coup de ce qui fait un petit peu l'ADN de chez Coros. Évidemment que c'est difficile de se démarquer sur les fonctionnalités de base d'une montre de sport, mais pourtant vous avez dans le panel des ambassadeurs de chez Coros, qui est une marque jeune pourtant, des athlètes qui sont très très en vue. Et puis moi, ce qui m'a surtout frappé quand j'ai creusé un petit peu sur la manière dont les athlètes utilisent leur montre. Alors, je dois t'avouer que j'ai pas trouvé énormément d'infos sur l'utilisation de sa Coros d'Eliud Kipchoge, mais par contre, j'ai vu que Kilian Jornet, qui est aussi un ambassadeur de la marque, utilise sa montre Coros. Alors, il se contente pas de faire des jolies photos marketing pour vous en exhibant sa montre Coros. Il utilise vraiment les fonctionnalités. Il va chercher après chaque entraînement de la donnée sur sa montre pour alimenter son journal d'entraînement. Donc, je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas pour Kilian Jornet, il y a vraiment la volonté d'utiliser les données de la montre et d'utiliser vraiment à fond ces données. Est-ce que ces ambassadeurs, ils vous donnent des idées dans le développement de nouveaux algorithmes? Est-ce qu'ils vous aident à développer ou à finaliser un petit peu le développement des fonctions des montres? Comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Ouais, effectivement, dans nos ambassadeurs, en fait, on a deux objectifs en collaborant avec des athlètes. Il y a un objectif, on va dire, d'inspiration et un objectif de pédagogie. Donc, l'inspiration, c'est comment on fait briller l'image de marque et comment on rend la marque Coros attractive. La pédagogie, c'est comment on essaye d'apprendre au plus grand nombre à se servir des produits, à utiliser les différentes fonctionnalités, à aller peut-être un peu plus loin que juste utiliser l'allure et la fréquence cardiaque. Et on a différents athlètes qui peuvent répondre à différents buts. Comme tu l'as bien vu, Kipchoge, c'est plutôt sur la partie inspirationnelle.
il est très bon là-dessus. Kylian Jornet, il est bon à la fois sur la partie inspirationnelle et sur la partie pédagogique. Et effectivement, Kylian Jornet est un cas d'école parce que c'est un athlète qui euh, mesure tout ce qu'il fait, que ce soit le sommeil, la nutrition, l'entraînement croisé. Il avait écrit un article, je crois que c'était il y a à peu près un an, où il partageait dans un article exactement ce qu'il avait fait sur toute l'année. C'était hyper détaillé, c'était hyper riche. Et effectivement, on travaille avec Kylian Jornet sur des développements de produits et notamment d'algorithmes. Il y a des Google Sheets partagés avec Kylian Jornet. Alors sur lesquels je suis pas parce que il va travailler avec l'équipe de développement. Mais on sollicite aussi nos athlètes. Ça peut être sur des tests. Là, on a lancé le brassard cardio. On a envoyé le brassard cardio à des athlètes dès le mois de mai, donc 2 mois avant le pré-lancement et 4 mois avant le vrai lancement. Et les athlètes nous ont fait des retours. On sait qu'on a des athlètes qui sont particulièrement pointilleux. Par exemple, on a Jonathan Albon qui est super pointilleux sur les données. En France, on a Thibaut Garivier qui est très bon là-dessus aussi. Et donc, on va solliciter aussi en fonction des fonctionnalités qu'on développe et des produits qu'on développe, certains athlètes plutôt que d'autres. Donc, on essaye de les impliquer. Alors évidemment, on a une grosse équipe de R&D déjà, donc je dirais pas jusqu'à dire que c'est de manière quotidienne, mais de façon régulière et parfois sur des sujets pointus où ils ont vraiment quelque chose à apporter qu'on ne peut pas avoir nous en interne. Bah, du coup, effectivement, tu disais que ces athlètes-là, c'est un petit peu comme des pilotes de développement en Formule 1, quoi. C'est eux qui vont amener le fine-tuning et vraiment les dernières données pour finaliser ces algorithmes. Coros a fait l'objet de certaines critiques de la part de, on en parlait avant, hein, de DC Rainmaker sur le développement de certains algorithmes. Et voilà, il dit que Coros copie certaines fonctionnalités, fait des erreurs en faisant des copies de fonctions. Alors, bon, c'est un avis très personnel, mais je pense que DC Rainmaker est un petit peu biaisé. Il a développé son site et qu'il l'a tourné en véritable business. Il a besoin que ça tourne et que ça vende sur son site parce qu'il est devenu un professionnel là-dedans. Et quand on veut vendre la montre GPS, il faut être un petit peu orienté du côté de Garmin parce que c'est là qu'il faut faire du chiffre pour vendre des montres, en tout cas en masse. C'était ma petite pique du jour. Et je pense qu'il est plus tout à fait transparent sur ça qu'il l'a été et qu'il le dit. Mais Coros, alors, amène des fonctionnalités qui existent sur d'autres montres. Je pense que tout le monde le fait, hein, quand on voit maintenant que tout le monde fait de la variabilité de fréquence cardiaque. Coros l'a amené, mais il y a aussi Suunto qui l'a amené, il y a Garmin qui a amené de la fonctionnalité. Polar était peut-être le premier à le faire sur ses montres. Il y a d'autres choses qui sont arrivées sur les montres Coros, comme la mesure du stress, qui est également arrivée assez récemment, en tout cas qui a été réécrite récemment sur les montres Suunto. Mais l'idée ici, c'est pas tellement de parler de comment vous comblez le gap, mais c'est Coros a quand même amené pas mal d'innovations sur le marché de la montre GPS, a bousculé peut-être un petit peu aussi les autres acteurs. Et ça, certains oublient un petit peu de le dire. Et c'est vrai que maintenant, on est peut-être un petit peu biaisé, en tout cas certains, quand on lit certaines fonctionnalités. Très récemment, vous avez amené un test de posture en course à pied avec le Coros Pod. C'est quelque chose d'entièrement nouveau sur le marché. On a l'impression que c'est moins bien accueilli quand c'est Coros qui le sort que quand c'est Garmin ou d'autres. En tout cas, moi, j'ai lu 2-3 commentaires de mes propres publications sur cette fonctionnalité et quelqu'un disait « Ouais, ça existe déjà chez Garmin », alors que c'est pas le cas, en fait. Et on oublie que Coros a été la première marque à introduire, par exemple, le profil de piste sur ses montres, donc de course à pied sur piste. C'était la première marque à arriver avec un capteur GPS double fréquence, la Vertix 2, qui était la première du marché, en tout cas des montres du Big Four, comme j'aime le dire, à l'amener. La première aussi de cette série de 4 marques à amener la couronne rotative. Est-ce que toi, tu as un petit peu de peine quand tu sais que Coros a été aussi le premier à intégrer complètement le stride alors que les autres marques étaient un petit peu plus réticentes à le faire et tout ça?
Parce que des fois, ça te fait un peu mal au cœur, la réception de certaines fonctionnalités de chez Coros, parce que c'est pas accueilli à sa juste valeur. Je pense qu'il y a évidemment un raccourci assez facile à faire entre entreprises chinoises copient les autres. Euh, le fait qu'on soit une marque jeune et qu'il y ait des marques plus établies, bah forcément elles ont de l'avance sur nous sur quelques points. Donc il y a des points qu'on va rattraper qui vont être les mêmes ou pas. Je pense qu'il faut regarder ce qui répond à un besoin du sportif ou pas. Nous, c'est ce qui nous obsède, c'est comment on peut répondre au plus de besoins possible. Euh, et puis des fois, il y a un peu une dichotomie entre Coros copie des trucs, mais les gens nous réclament des choses, des fonctionnalités que d'autres marques font et qu'on ne fait pas encore. Je prends l'exemple du live tracking, qui est l'option la fonctionnalité qu'on nous demande le plus, sans doute. Mhm. C'est pas un secret qu'on est en train de développer une fonctionnalité similaire qui s'appellera sans doute pas live tracking. Et je suis sûr qu'au moment où on le sortira, il y aura des gens qui diront ah vous avez copié puisque vous faites la même chose. Simplement, c'est la fonctionnalité la plus demandée au moins depuis que je suis arrivé. Donc, ça répond vraiment à un besoin. Et nous, c'est ce qui nous importe, c'est de répondre à un besoin. Après, il faut pas non plus accorder une importance démesurée aux critiques, parce que les critiques font souvent plus de bruit que les compliments. Mais on a aussi beaucoup de gens qui sont très heureux d'avoir une molette, d'avoir un mode piste qui d'ailleurs maintenant existe sur d'autres montres et qui marche bien chez nous, mais aussi chez les autres, donc qui finalement bénéficie à toute l'industrie. Euh, donc cet aspect innovant, je pense que il nous sert malgré tout. Il y a toujours des critiques et de toute façon, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des critiques. Mais il faut quand même essayer de faire la part des choses entre les critiques constructives ou pas constructives, celles qui viennent de fans d'autres marques ou pas, euh, parce Ouais. qu'il y a ça aussi. Et puis, on a aussi beaucoup de retours positifs. Donc, finalement, quand on fait la somme de tout ça, le positif l'emporte, même si on a tendance à retenir le négatif, parce Mhm. que un commentaire négatif fait plus de bruit que 10 commentaires positifs. Ouais. Alors, bon, on en parlait en préparant l'épisode, hein. Moi, j'avais fait un sondage il y a quelque temps sur un échantillon des lecteurs du site nakan.ch et grosso modo, j'étais arrivé à entre 65 et 70%, donc entre 65 et 70% des lecteurs du site qui utilisaient une montre de marque Garmin. Et puis, ça veut dire qu'entre 30 et 35% du reste est partagé entre Coros, Suunto, Polar et puis éventuellement une Apple Watch ou d'autres montres. Donc ça laisse assez peu de place en fait finalement sur le marché. On voit qu'il y a quand même un acteur qui est super dominant sur ce marché-là. Et donc du coup, quand Coros a introduit le mode piste sur sa montre, ça fait quand même beaucoup moins de bruit que quand Garmin ajoute une nouvelle fonctionnalité et on retrouve pas cet effet. Le jour où Garmin ajoute le mode piste plusieurs mois après que Coros l'ait mis sur ses montres, là, personne va dire Garmin a copié Coros, etc. Donc, il y a un biais quand même un petit peu au vu de la position sur le marché, quoi. C'est sûr, mais en même temps, il faut garder en tête que Coros, on est 250 à 300 employés aujourd'hui. Garmin, c'est 18 000 employés. Euh, Polar et Suunto, il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près 1000 employés. Donc c'est un rapport de force qui est totalement différent. Et effectivement, les pourcentages que tu as donnés, je pense que ta communauté Garmin est en plus peut-être un peu sous-évaluée, parce que toi, tu as beaucoup de lecteurs qui s'intéressent beaucoup aux montres et qui vont aller au-delà du bouche à oreille, puisque le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Et forcément, quand on est une marque qui est ultra dominante comme ça, bah, sur le marché, ça leur bénéficie beaucoup. Euh, et donc voilà, on est incomparable aujourd'hui en termes de taille, on est tout petit. Mhm.
mais on grossit vite. C'est Oui, l'avantage. alors pour la petite anecdote, ce que tu dis, moi je l'ai constaté, j'étais dans un magasin de sport en tant que simple client, hein, et j'écoutais une discussion entre un client et un vendeur et j'ai remarqué à ce moment-là, en tout cas c'est à ce moment-là que ça m'a frappé, en fait le terme Garmin est en train d'entrer dans le vocabulaire comme un terme générique pour une montre de sport. Ouais, Parce que la personne a demandé au vendeur, je suis intéressé par une Garmin, vous avez quoi comme marque à me proposer? Et là, je me suis dit, il commence à y avoir quelque chose, c'est un petit peu comme, tu sais, un caddie de supermarché. En fait, caddie, c'est ouais. la marque du chariot et c'est rentré dans le langage courant. Et j'ai l'impression que on se dirige vers, voilà, t'as quoi comme Garmin? Ah, bah, j'ai une Coros. Voilà, la petite histoire juste pour la petite blague. Donc, on parlait un petit peu des spécificités de la marque Coros, des ambassadeurs et tout ça. Il y a un truc qui est chez Coros et qui est nulle part ailleurs, et on en a un tout petit peu parlé plus tôt dans cet épisode, c'est les fonctionnalités d'escalade. Alors effectivement, le PDG américain de la marque Coros est un grand fan d'escalade. J'imagine qu'il a eu un impact non négligeable sur le fait qu'il y a ces fonctionnalités qui se sont développées. Vous êtes la seule marque à proposer des profils qui font de l'analyse pointue de l'activité d'escalade. Ouais, c'est un marché qui utilise pas des sportifs. Les grimpeurs utilisent encore peu les montres GPS, mais on pense qu'il y a une place à prendre et que les montres GPS, notamment l'utilisation de la fréquence cardiaque en escalade, est très pertinente. Et donc c'est un peu comme Garmin l'a fait avec le golf à une certaine époque. C'est-à-dire qu'à une époque, personne n'utilisait de montre GPS dans le golf. Ils ont réussi à préempter ce marché avec des montres qui marchent super bien pour le golf. Coros fait un peu la même chose sur l'escalade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peu de gens en escalade qui utilisent des montres GPS. On a, nous, un gros ambassadeur qui s'appelle Tommy Caldwell, qui est une légende de l'escalade, il est peu connu en Europe, mais il a 850 000 abonnés sur les réseaux sociaux. C'est une énorme star. Moi, j'avais vu un film il y a 8 ans, je crois, et un film qu'il avait réalisé justement sur El Cap, sur la phase dont on parlait tout à l'heure. Euh, il y a aussi Alex Honnold qui a fait un film qui s'appelle Free Solo, où il fait cette face, mais sans aucune corde, sans aucune sécurité, qui commence aussi à utiliser les montres GPS. Euh, et donc, c'est quelque chose qu'on développe à la fois pour l'escalade en salle et pour l'escalade en extérieur, et où on pense qu'il y a une vraie pertinence, une vraie utilisation pour mesurer à ces différentes voies, la hauteur de ses chutes, la longueur de son itinéraire, le dénivelé de son itinéraire, pouvoir tracer une voie. Aujourd'hui, c'est encore une utilisation relativement confidentielle, mais c'est quelque chose que nous, on essaye de développer. On a lancé un petit film très récemment avec Hans Florin, qui est un autre champion d'escalade américain avec lequel on travaille. Et voilà, c'est des fonctionnalités qu'on a plutôt sur nos montres outdoor, donc Vertix en priorité, mais aussi Apex 2 Pro et Apex 2, et qu'on tend à développer de plus en plus avec derrière des algorithmes qu'on développe encore plus, et toute une partie logicielle qui permet aussi d'adapter son entraînement en escalade grâce aux données d'escalade. Et aussi au niveau matériel, parce que quand on fait de l'escalade, on n'a pas forcément la montre au poignet. Et Coros est la seule marque à proposer un mousqueton spécifique pour l'escalade, pour poser sa montre avec le système de bracelet à libérage rapide. Et donc, du coup, on peut clipser sa montre sur son mousqueton et le porter sur son baudrier. Ouais, il y a le mousqueton et il y a aussi le brassard cardio qui permet aussi de mesurer sa fréquence cardiaque, puisque comme tu l'as dit, on n'a pas toujours la montre au poignet, et donc pas toujours quand on a la montre dans le mousqueton, bah forcément on mesure pas sa fréquence cardiaque au poignet. Et donc le fait de l'avoir au bras, ça permet aussi de mesurer la fréquence cardiaque pendant tout son effort. Mais effectivement, le mousqueton est un produit très spécifique escalade, et qui me semble personne d'autre n'a fait pour le moment.
Ouais. Donc, moi, j'ai parlé un petit peu de Louis qui a amené quelques idées pour le développement des marques, mais Coros, ça reste une structure qui est quand même relativement petite. Et dans quelle mesure est-ce que toi, par exemple, en France, avec le retour des athlètes français ou des utilisateurs en France, ou d'autres chez Coros en Espagne ou dans d'autres pays, avaient la possibilité d'apporter des idées, d'essayer de faire pousser des changements dans certaines directions sur le développement des montres. On le fait au quotidien. On a une équipe aux États-Unis qui est chargée de faire le lien entre nos utilisateurs et donc notamment tous les retours qu'on peut avoir sur le support, mais aussi via nos réseaux sociaux. Donc, il fait le lien entre nos utilisateurs et l'équipe de développement produit. Et donc, bah moi, par exemple, personnellement, je cours tous les jours et donc j'utilise les produits tous les jours et je fais des retours en interne quasiment tous les jours. De par les échanges que je peux avoir avec les utilisateurs, notamment sur les réseaux sociaux que je gère en partie, je vais aussi faire des retours. On a des roadmaps produits, donc des fichiers Excel où on peut rajouter des demandes, voir si les demandes sont déjà prises en compte, voir ce qui est prévu pour les prochaines mises à jour. Et donc on est, même si l'équipe de développement produit est basée en Chine, tous les employés de Coros peuvent participer à leur échelle au développement produit en faisant soit les retours de leur propre expérience, soit des retours basés sur leurs échanges avec les utilisateurs. Et souvent, c'est quand on a un retour récurrent d'utilisateurs, c'est-à-dire qu'on a 10 fois, 15 fois, 20 fois le même retour, forcément, c'est quelque chose qu'on va prioriser. Et après, ça peut être des petites choses, ça peut être des problèmes de traduction, comme il y en a beaucoup, parce il y a beaucoup de lignes à traduire, et ça, je m'en charge en direct, donc ça, c'est ma responsabilité. Si vous m'écoutez et que vous voyez des problèmes de traduction, envoyez-moi un message via le compte Instagram, je le changerai. Et c'est un travail sans fin, euh, mais aussi, euh, mais aussi sur le produit. Ouais. Alors, pour la petite anecdote, c'est marrant parce que je sais exactement de quoi tu parles, hein, parce qu'au tout début de Coros, moi, j'avais découvert la marque sur le CES 2018 et je crois que j'ai été le premier non-anglophone à publier un test de la PS1 en ligne. Et donc, du coup, j'avais été contacté à ce moment-là par Lewis, qui était qui est toujours le PDG de la marque et qui est le grand, enfin c'est lui qui a un peu la vision du développement de la marque au niveau marketing et produits, etc. Et puis il était venu, il m'avait contacté, il m'avait demandé ce que j'en avais pensé, il m'avait demandé un rapport assez détaillé sur ce que j'avais pensé de la montre et qu'est-ce que je voyais comme évolution possible. Et ensuite, il m'avait demandé est-ce que si à un moment tu as 2 minutes, est-ce que tu peux regarder si ça c'est correct. Et il m'avait envoyé un fichier Excel et c'était les premières traductions en fait et de l'application et de la montre. Et effectivement, je me rendais pas compte que dans une petite montre comme ça avec ces fonctionnalités qui ont l'air, la première version de la paix, c'était quand même des fonctionnalités assez basiques et essentielles. Et je me suis retrouvé avec un nombre de lignes à traduire qui était assez phénoménal. Et là, j'ai vraiment pris ça à cœur et j'ai essayé de traduire ça au mieux. Et donc, du coup, j'avais participé aux premières versions des traductions de Coros. Maintenant, c'est toi qui as pris le relais. J'imagine qu'avec le nombre de fonctionnalités qui a explosé et qui est devenu beaucoup plus complexe, c'est un travail quasiment à temps plein, quoi. Ah, et puis t'as l'application, le Training Hub, la montre, en sachant que sur la montre, tu vas mettre un texte, mais sans voir le rendu sur la montre. Ouais, Donc et parfois, tu sans as des savoir le textes qui vont... contexte. Et ça, c'est Et super parfois sans compliqué. savoir le contexte. Ouais. Ouais, ouais. Parfois sans savoir le contexte. Et donc, je prends un exemple pour terminer une activité sportive. C'est marqué terminé ER. Et là, je l'ai changé récemment avec terminé E avec accent parce que j'avais pas le contexte. Euh, et en plus, si je vais chercher terminé dans le logiciel de traduction, bah, il va sortir 10 fois et je saurais pas à chaque fois dans quel contexte Ouais, ouais. il est utilisé. Et donc ça, effectivement, c'est un travail en continu, c'est des milliers de lignes et il y a toujours des nouvelles mises à jour avec les nouvelles fonctionnalités, le test de technique de course, la variabilité de fréquence cardiaque. Donc il y a des nouvelles choses à rajouter. Parfois on change des choses qui vont, c'est un peu
c'est un peu un Rubik's Cube, c'est-à-dire qu'on va bouger quelque chose et ça va faire bouger une autre traduction. Ouais. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on change en permanence. Moi, en plus, quand je suis arrivé, j'ai décidé de changer. On avait utilisé le vouvoiement et j'ai fait un sondage auprès d'un groupe d'utilisateurs, à peu près 1000 utilisateurs, en posant la question de savoir s'ils préféraient le tutoiement ou le vouvoiement. Et 95% des gens préféraient le tutoiement. Et donc, j'ai tout changé du vouvoiement au tutoiement. Et en fait, c'est une tâche Ah, c'est sans phénoménal. fin parce que Les personnes ne peuvent pas se rendre compte tant qu'on n'a pas eu ces fichiers, ou maintenant c'est peut-être plus des fichiers Excel, j'imagine que ça a changé de format ou de support, c'est une plateforme, ouais. ouais, mais on se rend pas compte le travail que c'est. Enfin, moi, ça m'avait vraiment sidéré de voir la première pace et puis la première version de l'application qui n'était pas aussi fournie et complète que maintenant, à quel point ça avait été un travail long. Quand j'avais dit oui à Louis, je me rendais pas compte à quoi je disais oui, quoi. Et donc, du coup, voilà, pour la petite anecdote. En tout cas, merci à toi parce que c'était courageux de moi qui ai bien conscience du volume de travail que ça demande, c'était vraiment courageux. Et après, moi, j'avais repris ma montre, je l'avais mise en anglais et j'allais rechercher où étaient les chaînes de caractères pour essayer de traduire au mieux, parce que quand tu vois amount of power, par exemple, tu te dis, bah, c'est quantité de puissance, mais ça peut être aussi le niveau de charge de la batterie, ou ça peut être, en termes de traduction, ça peut être des trucs complètement différents. Enfin, voilà pour la petite anecdote. Donc ça, c'était vraiment une expérience super intéressante parce que ça permet d'aller vraiment un petit peu au cœur de la problématique que les gens ne peuvent pas se rendre compte qu'on rencontre quand on développe une montre et quand on la traduit. On a bien abordé, je pense, pas mal de thématiques autour de Coros. On a parlé de ce qui a fait le passé de Coros, ce qui fait la force actuellement. Il nous reste quelques minutes dans cet épisode. Moi, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de l'avenir. Je sais que les marques veulent pas communiquer sur les fonctions qui vont arriver ou sur les nouveautés parce que voilà, il y a un effet d'annonce et puis on n'a pas envie de donner à la concurrence ce sur quoi on est en train de travailler. Et ça, je le comprends tout à fait. Mais dans les grandes lignes, il y a quand même des choses qu'on voit sur le marché et bah, on imagine bien que Coros est en train d'y aller. Tu as déjà un petit peu levé le voile sur le fait qu'il y aura une fonctionnalité de live tracking qui risque d'arriver un jour ou l'autre sur les montres Coros parce que c'est quelque chose qui est très demandé. La vision globale de l'avenir chez Coros, pour toi, les prochaines grandes étapes, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le développement d'une partie cycliste avec un compteur pour les vélos? Est-ce que c'est se concentrer sur les montres de sport? Est-ce que c'est aller sur d'autres équipements? Et sur le marché, maintenant, on voit de plus en plus de marques qui passent à l'AMOLED et même certaines qui abandonnent complètement les autres écrans. On a vu que Polar, avec la Vantage V3, a sorti uniquement une version AMOLED. Il n'y a plus de version MIP. Pour toi, c'est quoi la montre Coros dans 3 ans? Alors effectivement, il y a beaucoup de choses que je peux pas dire, soit parce que je ne sais pas, soit parce que c'est encore confidentiel. Euh, mais ce que je peux dire, alors par rapport à l'avenir, nous, on a une mission d'entreprise qui est d'aider les sportifs à être performants. Et quand on dit à être performant, c'est tout type de sportif et tout niveau de sportif, de Kipchoge en 2h01 au marathon à finir son premier 5 km, voire moins. Et donc, c'est comment on a une expérience la plus simple possible et qui permet d'accompagner le sportif, de l'encourager, de le motiver, mais aussi de lui donner des clés d'entraînement pour éviter de se blesser, éviter d'en faire trop, à la fois en faire assez pour bien progresser. Et donc, bah, tout ce qu'on va faire à l'avenir sera toujours autour des sportifs. Il se peut que dans un futur plus ou moins proche, on lance d'autres sports. Pour l'instant, c'est pas encore le thème du jour. En termes de fonctionnalité, en termes de montres, alors il y a un sujet qui a assez tendance sur les 12 derniers mois, c'est la MOLED. Et je rejoins pas mal ce que vous aviez dit dans ton podcast avec Kevin de Sunto.
à savoir que donc aujourd'hui il y a deux types d'écrans, l'AMOLED et le Memory in Pixel (MIP), qui ont tous les deux des avantages et des inconvénients. Et je pense que les deux perdureront. C'est-à-dire qu'on en a un qui est l'AMOLED qui est plus adapté aux gens qui préfèrent porter la montre 24 heures sur 24 et qui vont être beaucoup en intérieur et qui, quand ils seront en intérieur, apprécieront plus la luminosité de l'AMOLED. Euh, et on en a un autre, le MIP, qui finalement va plus convenir à ceux qui utilisent leur montre que pour faire du sport, parce qu'elle est particulièrement visible à la lumière du jour, parce qu'elle consomme moins de batterie, parce qu'elle est moins onéreuse aussi en moyenne. Alors je sais que selon les marques, c'est pas forcément le cas chez tout le monde, mais c'est ce qu'on observe en moyenne. Et donc, je pense que assez indéniablement, les marques vont continuer ou vont commencer à proposer les deux modèles. Un modèle MIP, un modèle AMOLED. C'est ce que fait Garmin par exemple avec la Forerunner, 255 en MIP, 265 en AMOLED, ou 955 et 965. Je pense que les marques continueront à faire ça parce qu'il y a vraiment deux usages et il y a il y a des utilisateurs pour les deux types d'écrans. Euh, donc je pense qu'on finira par y venir aussi. Pour l'instant, on n'a pas de date arrêtée pour ça, mais ça a l'air d'être le sens de l'industrie et ça n'engage que moi là-dessus. Mais sinon, voilà, ce que je peux dire d'autre, c'est nous, on restera sur cette mission d'accompagner les sportifs et donc, comme on l'a fait avec le brassard cardio, on essaye de résoudre des problèmes. Le problème, c'est le frottement de la ceinture cardiaque, en particulier pour les femmes. Euh, on n'a pas inventé le brassard cardio, mais on a préféré proposer uniquement un brassard cardio qu'un brassard cardio et une ceinture parce qu'on croit vraiment à la fiabilité du brassard cardio et à l'usage du brassard qui permet de pas avoir ces frottements, d'avoir une utilisation super simple où on n'a même pas, il y a même pas de bouton dessus, donc on n'a même pas à l'allumer. Euh, et finalement, c'est un accessoire qui s'oublie puisque on le met et puis après on n'y pense même plus. Et donc c'est un assez bon exemple d'innovation euh, qu'on, qui sont dans l'ADN de Coros. Alors là, c'est un autre objet, mais ça peut aussi, ces innovations, ça peut aussi se matérialiser dans les innovations logicielles. Et donc, là, on a une roadmap de développement, de mise à jour logicielle qui est assez fournie sur les prochains mois. Et donc, vous allez continuer à avoir tous les, je sais pas, 2, 3 mois de nouvelles mises à jour qui vont arriver avec de nouvelles fonctionnalités. Et en priorité, les fonctionnalités qui sont les plus demandées. Euh, alors, les fonctionnalités qui sont les plus demandées, mais aussi des fonctionnalités qui sont pas demandées parce que finalement, On n'y elles pense pas n'existent pas forcément. encore. Ouais, c'est ça. Et finalement, à la fois, Coros est très à l'écoute des utilisateurs, c'est-à-dire qu'on a, tu le sais sans doute, on a des groupes officiels sur lesquels Lewis, le PDG de la marque, répond en son nom propre à des messages, à au moins un message par jour. Euh, on a une équipe support qui est l'équipe la plus fournie sur la partie internationale de Coros. Donc on essaie d'être très proche des utilisateurs et très à l'écoute. Et à la fois, on essaie aussi de réfléchir à des fonctionnalités auxquelles les utilisateurs ne réfléchissent pas déjà. C'est-à-dire que souvent on nous dit ah bah oui moi j'avais telle montre avant et elle avait telle fonctionnalité que vous n'avez pas. Euh, mais il y a aussi des fonctionnalités que les autres montres n'ont pas. Et donc il faut aussi réfléchir à ces fonctionnalités et aussi réfléchir à finalement de quoi le sportif a besoin dont il n'est même pas encore au courant. Euh, et c'est aussi bah, le,
la molette, par exemple, c'est une innovation qui est venue comme ça, où Coros s'est dit, bah, on a besoin d'avoir une utilisation super simple parce que avec trop de boutons, on s'y perd. Le bracelet en nylon, c'est venu comme ça aussi parce que c'est un bracelet qui est plus léger, qui permet d'avoir une montre vraiment proche du poignet. Et donc, bah, toutes les innovations qu'on fait, toutes les innovations qu'on fera à l'avenir sont dans cette optique de comment on améliore la vie du sportif et comment on apporte de la praticité en plus. Eh ben, écoute, en tout cas, on se réjouit de mettre à jour nos montres Coros pour découvrir tout ça. Et évidemment, je pense qu'on n'en obtiendra pas plus d'informations de ta part parce que, bah, comme tu l'as dit, les choses qui sont encore en développement sont confidentielles. On en a l'habitude avec les marques. Donc voilà, ce sera la surprise de découvrir ça au moment où les fonctionnalités vont arriver. En tout cas, je trouve que la dynamique chez Coros, elle est bonne. Les fonctionnalités qui sont implémentées sont des fonctionnalités qui ajoutent vraiment de la valeur aux montres. Vous êtes la seule marque du marché à avoir apporté de la cartographie après coup sur une montre qui ne l'avait pas à la sortie. Et ça a été le cas pour plein d'autres fonctionnalités, mais celle-là m'avait marqué parce que pour moi, quand la Vertix 1 était sortie, je me suis dit, jamais je me douterais qu'un jour il y aurait de la cartographie sur cette montre, quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui fait une particularité de Coros et je pense que c'est très apprécié par les utilisateurs de la marque. Ouais, c'est des retours effectivement qu'on a. Je prenais l'exemple de la PS2 avec le suivi d'itinéraire, où on avait des retours des gens qui deviennent fans de la marque parce que ils ont cette mise à jour longtemps après qu'ils aient fait l'acquisition de la montre. Et régulièrement, quand on lance des mises à jour, là, j'ai beaucoup travaillé le week-end dernier parce on a annoncé une mise à jour, je crois vendredi, et du coup ça génère beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Et dans les retours qu'il y avait notamment des utilisateurs de PS2 qui disaient bah, je suis pas mécontent de m'être acheté une PS2 parce que même si il y a une PS3 qui est sortie entre temps, je continue de bénéficier des nouvelles mises à jour. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on qu'on va continuer à cultiver et dont on est assez fier. Mhm. Ouais, bah ça c'est vraiment un bon exemple à suivre pour les autres. En tout cas, Coros est assez exemplaire dans ce mode-là. Et les personnes qui ont des montres qui sont pas mises à jour doivent vraiment comprendre que c'est pas une mauvaise volonté de votre part, c'est juste que c'est techniquement plus possible. La montre est sortie il y a trop longtemps, elle a plus assez de mémoire ou pas assez de capacité au niveau matériel pour accepter cette mise à jour. Et donc du coup, c'est c'est pas comme d'autres marques qui disent bon, on va pas mettre cette fonction là, mais on va la mettre que sur le modèle récent. Comme ça, on pousse un petit peu les utilisateurs à choisir cette montre. Je crois qu'on a bien fait le tour du sujet Coros. Quentin, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter. Non, le tour, je sais pas, je pourrais te parler encore pendant des heures, mais pour aujourd'hui, je crois que c'est pas mal. En tout cas, merci beaucoup pour ton invitation. Et merci à Toujours toi d'avoir un plaisir accepté. d'échanger. Finalement, tu as encore plus d'historique que moi sur la marque, puisque tu l'as découverte avant moi au CES. Et donc, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Ouais, tu vois, c'était un coup de chance parce que le CES, c'est quand même un gros déplacement et je trouve que l'event a quand même pas mal changé. Il est devenu moins important et donc, du coup, j'y suis allé quelques années et je pense que c'était les bonnes années pour y aller, pour découvrir notamment des marques comme Coros à ce moment-là. Je pense que maintenant, c'est plus tellement ce qui se passe là-bas. C'est devenu plus un truc business que de vraiment découverte et puis d'échange. Mais voilà, je suis bien content d'avoir découvert Coros à ce moment-là et puis depuis d'avoir testé toutes les montres qui sont sorties dans la marque sur le site. C'était un vrai plaisir. Et c'était aussi un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Donc, bien évidemment que les personnes qui veulent entrer en contact avec toi te retrouvent sur les canaux officiels de Coros France. C'est toi aussi qui es aux manettes derrière. Donc, c'est comme ça qu'on peut te contacter ou en tout cas prendre contact avec la marque en France. Je ne sais pas s'il y a d'autres canaux que tu aimerais mettre en avant. On a créé un groupe Strava il y a pas très longtemps. Donc on a un groupe Strava et on a aussi un groupe officiel des utilisateurs français qui est sur Facebook et que vous pouvez rejoindre où
on pose des actualités, on fait des sondages, on fait parfois gagner des petits lots pour remercier les utilisateurs pour les retours qu'ils nous font, les l'aide qu'ils peuvent apporter aux autres utilisateurs, puisqu'on a des nouveaux utilisateurs qui rejoignent ce groupe pour poser des questions. Et donc, si vous avez des questions à poser à d'autres utilisateurs ou vous voulez remonter des retours produits ou des tests, vous pouvez rejoindre ce groupe. Et puis après, évidemment, sur l'application Coros, vous avez un bouton pour faire soit des retours, soit écrire au support si vous avez un souci. Donc il y a tous ces canaux-là. Moi, sur les réseaux sociaux, j'ai la main, mais il y a aussi maintenant Charlotte qui travaille avec moi. Donc, si vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, ce sera soit Charlotte, soit moi. Très bien. Eh ben, en tout cas, merci pour toutes les informations. C'est bien noté. Les auditrices et les auditeurs retrouvent les liens de tout ce dont on vient de parler dans les notes de l'épisode sur nakan.ch. Et puis, merci Quentin d'avoir participé à ce premier épisode de la saison 2. Je te remercie pour tout cet échange qui était super intéressant. Merci à toi. Et merci aux auditrices et aux auditeurs qui sont toujours aussi fidèles après une saison de podcast, d'avoir suivi ce premier épisode. Moi, je vous retrouve le mois prochain pour un prochain épisode. D'ici là, faites du sport, amusez-vous, portez une montre Coros pour vous entraîner. Et puis, dans un mois, on trouve une nouvelle thématique dans le podcast. Et on parle aussi de technologie, de sport et de plein d'autres choses. Merci Quentin, et puis à tout bientôt pour un prochain épisode. Merci, à bientôt.